Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Nous sommes en direct sur radioantasia.fr. Vous pouvez également utiliser l'application du téléphone portable pour nous écouter et venir nous rejoindre sur le chat. Et là, je vois qu'il y a déjà Adama qui est là. Coucou Adama. Alors, je suis en compagnie donc de demoiselle Lina, de Demoiselle Étrange. Coucou Lina. Bonjour. Ah, je t'entends, merveillous. Tu vas bien ? Plutôt bien, oui. Oui. C'est un mois de février qui commence très bien. Je suis très contente. Ah, c'est magnifique ça. Quand c'est comme ça, c'est toujours beau de se dire que le mois commence bien. Hein, on est d'accord. Alors, cet après-midi, on va se plonger dans la pratique. Et notamment, on va se plonger dans des techniques en fait que tu fais en fait pour pouvoir tirer les cartes. Donc, ça va se faire en 2 temps. On aura une petite pause musicale aux alentours de 17h. Et donc, tu as choisi un titre magnifique de la série Outlander. Est-ce que tu vas un petit peu nous en parler avant qu'on débute l'émission pour nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix ? Oui, tout simplement parce que je suis une grande passionnée de l'Écosse et de l'Irlande. Et c'est une reprise. Je ne saurais pas vous dire qui l'interprète sur la version que vous allez entendre, parce que je suis très nulle avec les noms, comme vous avez pu le voir le mois dernier, avec les auteurs de livres. Mais c'est une très jolie reprise et c'est une très vieille chanson écossaise au départ. Et je trouve que là, cette reprise justement est absolument merveilleuse. Et l'Écosse, en grec ancien, ça veut dire maison, foyer. Et EKOS et voilà, je trouvais que j'avais envie de vous emmener dans cette vibe qui m'est très chère. Voilà. D'accord, c'est magnifique. J'aime bien proposer justement aux intervenants, aux animateurs qui se connectent pour faire des émissions ou proposer des émissions autour de certains sujets, de choisir des musiques qui sont en corrélation avec le thème ou avec leur univers aussi. Et donc j'ai découvert, je connaissais la musique en fait comme beaucoup qui connaissent Outlander. Et par contre, alors la version que tu m'as fait découvrir, c'est celle de Raya Yarbrough. Donc découverte totale, jolie voix. Et donc on a acheté la chanson pour la diffusion. Et bien sûr, donc elle sera après coup programmée donc sur Radio Antasia. Donc voilà, que du bonheur, c'est magnifique. Alors ma très chère Lina, donc on a fait un petit point avant de faire cette émission. Donc tu souhaitais en premier lieu développer un petit peu certaines parties de la pratique. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Oui, il y a beaucoup de questions qui reviennent et comme je te le disais tout à l'heure, je consomme énormément de contenu sur le tarot, sur la cartomancie en général et sur la divination et j'entends de tout et de rien. Donc j'ai envie de vous parler de un peu mon éthique avec les cartes, surtout quand je tire à d'autres personnes, mais aussi débunker un peu certaines choses, comme les questions ouvertes et les questions fermées. Et apparemment, on ne peut pas poser de questions fermées au tarot. Donc moi je suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Et pareil, des petits tips pour dater avec le tarot. Puis voilà, étudier une situation avant de poser les questions, comment formuler de bonnes questions pour avoir des réponses précises de la part des cartes. Alors j'ai tendance à dire tarot, mais vous l'aurez compris, je vais parler de cartes, d'oracles, ça marche aussi avec les jeux à jouer, les Lenormand et tout autre bout de carton favori que vous aurez entre vos mains. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat pour que je diversifie un peu ce que je vais vous dire, parce que je suis très tarot, mais je peux diversifier un petit peu avec les oracles notamment. Je ne suis pas très grande pratiquante du Lenormand, donc ça sera ma grande lacune du jour. Mais voilà, un peu le tour de ce que l'on va discuter aujourd'hui. Eh ben, ça promet du bouillon. D'ailleurs, en parlant de chat, donc on a Adama qui est parmi nous sur le chat. Venez nous rejoindre, parce que je sais que vous nous écoutez cet après-midi, notamment si vous voulez poser des questions pertinentes autour de ce sujet. Si vous voulez avoir des réponses là tout de suite en live, ce serait bien.
Alors, on va donc débuter d'abord. Alors, la question que je voulais te poser avant qu'on commence, c'était est-ce que tu mets une petite ambiance avant de tirer tes cartes? Parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où on voit justement des cartomanciens qui aiment bien mettre des pierres, des bougies, de l'encens, etc. C'est un petit peu comme notre pratique magique au sens large, en fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien me mettre à l'hôtel. Alors, j'ai plusieurs hôtels, mais j'en ai un où il y a un peu plus de place que sur les autres, où je peux étaler des cartes correctement dessus, va-t-on dire. Du coup, j'aime bien me mettre à l'hôtel. Pareil, une petite ambiance sombre. J'aime bien faire ça la nuit, ou du moins le soir ou en soirée. J'allume une bougie très souvent et j'ai des huiles. Des huiles qui m'aident à m'ancrer, à me focus sur ce que je vais faire. D'ailleurs, je vous recommande beaucoup le travail de la boutique Ouroboros qui fait des huiles spéciales pour la divination à partir d'alcoolures de plantes et moi ça m'aide beaucoup en tout cas à me recentrer et à ne pas penser à mon lave-vaisselle que je dois vider pendant que je suis en train de réfléchir à ma question. Voilà. Excellent. Et oui. Je crois qu'on est tous passés par là. On est en train de faire un tirage et bim. Ah non, t'as bien raison. Alors, les enchanteurs... J'ai pas fait ça. Oui, non, t'as pas fait ça. Mais très chers enchanteurs, donc prenez un jeu de cartes, voilà, celui avec lequel qui vous parle le plus en fait, ce serait bien. Moi pour ma part, alors, donc j'ai mon dernier tarot de Marseille que j'adore en fait, que j'ai découvert il y a quelques semaines de ça, justement en regardant une vidéo sur YouTube. J'ai trouvé vraiment les cartes magnifiques. Je sais pas si tu te souviens, j'avais partagé sur le groupe AMP de Demoiselles. Et donc oui, je vais t'écouter en fait, nous développer un petit peu tout ça. On avait déjà fait une émission avec une praticienne en cartomancie qui nous avait expliqué, notamment pour le tarot de Marseille, où les chiffres en fait qui sont associés aux lames majeures avaient peut-être un sens. Donc on verra si toi tu ressens un peu la même chose dans ta méthodologie également. Donc je te laisse nous faire développer un petit peu tout ça au cours de cette émission. Et notamment, les amis, n'oubliez pas non plus de prendre un carnet, de quoi noter, si jamais voilà, vous avez envie de retranscrire certains éléments de notre très chère Lina. Voilà. Donc je te laisse, ma très chère Lina, nous raconter tout ça. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Du coup, je voulais vous parler d'abord de quelque chose qui revient assez souvent quand je tire les cartes à d'autres personnes. Et l'autre jour, j'ai eu le cas d'une amie qui m'a demandé si son fils allait bientôt quitter sa copine. Et je lui ai dit que je ne ferais pas ce tirage pour la simple et bonne raison que ça ne la regardait pas. J'estime que par mesure, on va dire, d'éthique. Dites-moi si je suis vieux jeu dans le chat, mais il me semble que pour moi, ça fait partie de l'ensemble des bonnes pratiques de ne pas tirer pour les autres. Pour moi, le tarot et les autres supports servent à se poser des questions sur soi, sur notre quête, à nous faire avancer et à permettre de prendre conscience sur des aspects de nous-mêmes parfois inconscients de certaines choses. Et au-delà de pratiquer la divination, donc de voir ce qui pourrait potentiellement arriver si on va être victime de notre destin ou si vous pensez comme moi que vous allez pouvoir modifier tout ça par le pouvoir de votre libre arbitre, c'est avant tout tirer pour vous ou à la demande de la personne, vous tirez pour elle, mais pas pour des personnes extérieures qui déjà n'ont pas forcément demandé à ce qu'on fouille dans leur intimité comme ça. Donc voilà, vraiment, concentrez-vous sur, par exemple, vous pouvez très bien tirer, si vous êtes en couple, sur votre couple. Mais pas, je dis ça, je n'aime pas dire, employer les verbes falloir, et etc., mais, ou devoir, mais ça me permet quand même de remettre un peu les pendules à l'heure avec ça, parce que beaucoup de personnes c'est revenu assez souvent, c'est pour ça que je souhaitais en parler, me demandent, oui, est-ce que tu peux me dire ça pour lui, pour elle, et je trouve ça un peu, j'aimerais pas qu'on me le fasse, et du coup, voilà.
Donc voilà, concentrez-vous sur vos objectifs, sur votre quête, sur votre spiritualité même, bien sûr. Et voilà. Ceci étant dit, les autres questions qui sont aussi revenues souvent et que je vois plusieurs écoles en ligne en parler, c'est des questions fermées. Alors, je vais redéfinir ce qu'est une question ouverte, ce qu'est une question fermée. Une question fermée, c'est une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et une question ouverte, c'est une question, par exemple, comment va se passer ma journée, ou comment puis-je, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. De quelle manière puis-je aborder ma journée? Donc ça va être des questions ouvertes. Et souvent, j'entends, oui, les questions fermées avec le tarot, c'est complexe. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une solution très simple pour réussir à vous poser les questions fermées. Je pars du principe qu'à partir du moment où on est clair avec ces protocoles de tirage, vous pouvez tout faire. Si vous décidez de quelque chose, les morceaux de carton que vous avez dans le main se plient à votre volonté. Par exemple, pour une question fermée, donc, si vous avez décidé que si vos cartes que vous allez battre longuement, et j'insiste sur le longuement, parce que sur une question fermée, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, ça va permettre aussi au tarot de vraiment voir les 78 cartes et les 78 possibilités qui correspondent le mieux à la situation et à la question que vous allez lui poser. Donc par exemple, si dans votre protocole, vous avez décidé que si vous tirez une carte à l'endroit, c'est oui, alors la réponse sera oui. Si vous avez décidé dans votre protocole que les cartes à l'envers, ce sera un non catégorique, eh bien ce sera un non catégorique. Et en plus de ça, vous aurez la carte qui sera tirée, qui va mettre un peu de couleur dans votre réponse, qui va vous donner la petite guidance, le petit conseil. Et vous pouvez tout à fait, du coup, avec cette façon de faire, il y en a d'autres, et inventez-les, je vous en prie, du temps que, je le répète, vous êtes au clair avec votre système et que vous avez préparé ça avec votre tarot, ou que vous le savez, allez-y, lâchez-vous. Et après, il y a les questions ouvertes, qui sont un peu plus complexes, j'ai envie de dire, à élaborer. Parfois, on a tendance à poser des questions un peu vagues, sans grande précision. Et du coup, la réponse est d'autant plus floue, même si on tire qu'une carte. Si au départ la question n'est pas précise, il est compliqué d'y répondre. J'ai envie de te demander, Alina, ou si quelqu'un dans le chat veut poser une question, est-ce que tu as une question que tu voudrais poser, par exemple, à ton tarot? Là, tout de suite, comment va se passer ma semaine? Donc là, c'est une question ouverte. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Pousse à l'étoile. Est-ce que tu penses... Super. Est-ce que tu penses à est-ce que tu penses plus au travail? Est-ce que tu penses plus à la maison? Non, je dirais émotionnellement, en fait. Oui, émotionnellement. Comment va se passer ma semaine? Est-ce que je vais être plutôt d'humeur grognon ou d'humeur joyeuse? C'est encore plus large. Du coup, on va pouvoir étirer la question et demander comment émotionnellement je vais vivre cette semaine, ou comment émotionnellement je vais vivre cette interaction, par exemple, avec quelqu'un que tu vas voir dans la semaine. Et plus on apportera de la précision dans vraiment ce que l'on recherche, plus il sera facile pour le tarot de vraiment trouver la bonne carte pour cela. Voilà. D'accord. Donc, créer un protocole, faire des questions plutôt ouvertes et surtout des questions précises.
Oui, pour cela, oui. Mais par exemple, je vais prendre un exemple d'une question fermée. Est-ce que le repas de demain va bien se passer? Par exemple, je sais pas, vous allez avec ce fameux tonton que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous avez un peu peur de ce qu'il va dire à table et un peu peur de vos réactions aussi. Vous pouvez dire, est-ce que ce repas va bien se passer demain? Donc c'est une question fermée. Et là, vous pouvez employer du coup le protocole que je vous ai proposé tout à l'heure. Oui, pour en revenir aux questions ouvertes, excusez-moi. Essayez de détailler au maximum ce que vous souhaitez et pourquoi pas le faire en plusieurs questions. Je m'explique. On parlait du coup de tes émotions cette semaine. Émotionnellement, dans quelle énergie je vais être lundi? Dans quelle énergie je vais être émotionnellement, dans quelle énergie je vais être avec, je sais pas, mon chéri, mon enfant, et on peut détailler ainsi, ça peut faire de très longs tirages, mais ça peut être hyper intéressant à creuser. Et ce qui peut être encore plus intéressant à creuser, c'est de soit prendre un autre jeu de cartes pour continuer à compléter le tirage. Comme ça, à chaque fois que vous retirez une carte, vous avez toujours 78 réponses de possibles, au lieu de se priver des réponses qui sont déjà sorties. Là, c'est le moment où j'ai envie de vous parler de livres, parce que ça fonctionne aussi un peu avec l'interaction entre les cartes dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a Oracle Inzel, qui s'appelle Audrey, qui a sorti un tarot qui s'appelle Tarot la base. Et en fait, elle a une façon d'interpréter les cartes qui est assez légère, avec plein de références pop culture. Et je trouve que ça ne dénote pas trop des interprétations des cartes, mais ça permet de vraiment que vous soyez acteur dans votre tirage. C'est-à-dire que vous puissiez vous-même, sans forcément connaître le tarot sur le bout des doigts ou votre oracle sur le bout des doigts, ça peut vous permettre d'avoir une approche plus intuitive en lien avec ce qu'il y a sur les images. Par exemple, est-ce que quand vous voyez une carte de votre tarot, quel paysage il y a dessus? Est-ce que c'est plutôt une forêt sombre? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, un ciel clair avec un grand soleil pour la carte du soleil, par exemple? Qu'est-ce qui fait que vous sentez une énergie positive ou mauvaise dans une carte? Par exemple, tu me parlais l'autre jour de la carte de la tour qui était très importante pour toi, Elina, et toi tu la vois pas du tout dans une vibration mauvaise ou surprenante. Elle est plutôt même, il me semble, plutôt positive pour toi. Ah oui. Ouais. Elle dépote pour moi. Elle est lumineuse. Alors que je pense me tromper en disant pour la plupart des gens, mais pour moi c'est pas une carte très positive. Pour moi c'est une carte très spontanée, en mode il va se passer quelque chose et il va se passer quelque chose auquel tu t'y attends pas. Moi qui suis pas très spontanée, pour moi c'est plutôt surprise, mauvaise ou bonne, mais voilà. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la carte en premier? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est le paysage? Est-ce que c'est la chose qu'il est en train de faire? Vous n'êtes pas obligé de vous fier forcément aux interprétations premières, même si elles sont indéniablement un appui et enfin ça nourrit notre pratique, mais essayez d'être le plus intuitif possible et essayez de visualiser si vous êtes vous-même quand vous posez votre question hors de la scénette qu'il y a sur la carte ou si vous êtes dedans. Si les personnages se regardent, ou s'ils regardent à l'extérieur de la carte, ou s'ils ont le regard tourné vers une autre carte. Ça permet de faire du lien aussi entre les cartes. Voilà. On a une question d'Adama sur le chat, je sais pas si tu as vu. Oui. Elle demandait en fait si on devait avoir un certain don ou une certaine pratique spirituelle pour pouvoir tirer les cartes, ou alors avoir peut-être seulement un jeu de tarot de Marseille et connaître tous les symboles qui y sont associés afin de laisser faire un petit peu le hasard lors du tirage. Elle dit qu'elle est complètement novice en la matière. Bienvenue au club, Adama.
Bienvenue Adama. Je ne crois pas aux dons. Je pense que on peut même sans pratique forcément spirituelle. Ça dépend quelle est ta définition de la spiritualité. Il n'y a pas besoin de dons pour tirer les cartes. Et parce que, enfin, je vais t'expliquer ce que moi je pense. Je pense qu'on n'a pas de dons. Je pense on a tous une partie en soi d'intuition, de consciente ou pas consciente. On a tout ça. On a tous des capacités en nous. Soit on ne veut pas les développer, soit on ne cherche pas à le faire. Soit, comme toi et moi, on a envie de les développer et alors, on achète un jeu de tarot et puis souvent on consomme un peu de contenu, on lit beaucoup de livres et puis on s'y met. Et ta question est super intéressante parce que non, tu n'es pas obligé de connaître tous les symboles associés. Tu n'es pas obligé de connaître la numérologie, la signification de chaque carte, la signification. Tu peux, comme je disais précédemment, tu peux te fier à ton intuition et voir comment te parlent les cartes toi quand tu le tires. Par exemple, aujourd'hui d'ailleurs, il y a plusieurs tarots. Donc tu cites le tarot de Marseille, mais il y a aussi une autre école de tarot, les Rider-Waite, qui sont des tarots de Marseille légèrement modifiés. Il y en a qui vont me tuer de dire ça, mais c'est pas grave. C'est la même structure, il y a toujours 78 cartes, sauf que sur les arcanes mineures, il y a des scénettes. Et souvent sur les tarots de Marseille, sur les arcanes mineures, il n'y a pas de scénettes. Il y a juste, pour le 4 de bâton, par exemple, il y a 4 bâtons dessus. Et si tu connais justement pas la signification du 4 de bâton, ça peut être très difficile quand tu débutes de connaître toutes les significations. C'est pour ça que je recommande souvent aux débutants de prendre un Rider-Waite pour avoir des petites scénettes sur les cartes et aider du coup à l'interprétation plus facilement, sans avoir forcément un appui d'un livret qui est souvent vendu avec les cartes ou un autre support ou un autre livre, pour vraiment se focus sur son intuition. Quand tu regardes les cartes d'un tarot de Marseille, peut-être que quand tu vois l'ermite, tu vois pas quelqu'un de tout seul avec sa lampe. Peut-être que toi, dans ton inconscient, tu vois tout à fait autre chose et il n'y a pas de souci avec ça. Et peut-être que pour toi, je sais pas, l'ermite, c'est ton dimanche soir, quoi. C'est aimer ouvrir un bouquin, rester seul dans ton canapé, mais tu vas pas l'associer peut-être à une introspection ou à toute autre signification qu'on pourrait associer à l'ermite. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler, mais votre première interprétation de la carte avant d'ouvrir quelconque livret, c'est souvent la meilleure. Parce que c'est ce qui vous a sauté aux yeux en premier, et c'est souvent ce message-là qui vous a sauté aux yeux en premier qu'il faut prendre. Parce que c'est très intuitif. Je suis en train, en même temps, je t'écoute. Je me suis amusée à faire un tirage là avec les lames majeures. Devine quelle carte est sortie? La tour. Non, l'ermite. C'est énorme. Oh, chouette. Énorme, l'ermite. Tu parles de l'ermite, c'est l'ermite qui sort. Voilà, je te laisse continuer. Tu veux nous partager ta question et ton tirage? Ah non, du tout. En fait, j'aime bien faire ça pendant les lives. En fait, des fois, je prends mes cartes et j'écoute l'émission et en live, et je regarde les messages et tout ça, et je tire. Voilà, tout simplement. Donc, tu parlais de l'ermite, c'est marrant, il y a l'ermite qui est sorti. Voilà. C'est marrant, les amis. Hein. C'est génial. Je serais très curieuse de savoir à quoi ressemble l'ermite dans ton merveilleux jeu. Ah il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Mais je te montrerai une petite photo. Pareil, il y a certains jeux, et il me semble que c'est le cas du tien, où il n'y aura pas du tout de scénettes, où il y aura simplement des symboles ou des plantes, ou en général quand vous achetez un tarot qui a une certaine particularité comme ça dans les images, c'est si vous achetez, dites-moi si je me trompe, hein, mais un tarot
ou justement un tarot basé sur les plantes, où il y aura pas un seul personnage mais des plantes, c'est que vous avez quand même un petit amour, un petit attrait pour le domaine. Et ben du coup, c'est super intéressant de creuser et de creuser et de creuser avec cette plante quand elle sort. Par exemple, j'ai une amie qui récemment a eu une maladie, et elle a découvert que le cyprès faisait partie des plantes qui pouvaient la soulager de ses douleurs. Et elle a découvert tout à fait par hasard, en tirant les cartes, mais aussi en s'apercevant qu'il y avait des cyprès. Elle vient de déménager, qu'il y avait des cyprès tout autour de chez elle. Et le cyprès qui était si près d'elle, elle l'avait totalement ignoré, et elle a découvert qu'il était très précieux pour sa santé. Donc comme quoi, on essaye de poser des questions, à savoir comment peut-être on va guérir ou quoi que ce soit, et paf, on a des cartes qui sortent comme ça, et c'est souvent beaucoup disent que c'est de l'ordre de la coïncidence, d'autres disent que c'est de la magie. C'est superbe. Désolée, j'ai besoin d'un coup d'eau. Il n'y a pas de souci. Adama te remercie sur le chat pour ta réponse. Je me permets de répondre aux questions d'Adama, qui me dit: peux-tu nous redire l'autre nom du jeu de tarot avec les scénettes? Il y a 3 systèmes de tarot. Le plus vieux étant le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille était au départ prévu pour les ordres initiatiques. Donc il n'avait pas vocation, me semble-t-il, à faire partie du, on va dire, du bien commun et ouvert à tous. Et du coup, enfin, s'il n'était pas compris en gros par le commun des mortels, c'était pas très important. Il y a un couple dans les années 60-70, si je ne me trompe pas. Donc c'est le couple Rider-Waite-Smith, qui ont eu à cœur de le rendre beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc justement en illustrant les arcanes mineurs, mais aussi en enlevant le côté religieux du tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, on peut retrouver le pape, la papesse. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec un tarot de Marseille, le battleur, qui sont devenus. Il y a d'autres cartes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui ont changé de nom. Pour être le battleur est devenu le magicien, par exemple. Oh là là. Oh, je suis mauvaise là. Le mât est devenu le fou, afin de le rendre beaucoup plus accessible à tous. Mais la grande différence, bien sûr, entre les 2 systèmes de tarot, il y a toujours 78 cartes dans les 2 systèmes, mais c'est vraiment que le Rider-Waite est beaucoup plus accessible du coup pour tout le monde, et on n'a pas besoin de connaître toutes les symboliques de chaque lame pour pouvoir l'interpréter facilement. Le pape, le hiérophante, exactement. Merci beaucoup. Et ensuite, on a eu Aleister Crowley aussi, qui pensait que le tarot venait de l'Égypte. Alors pour le moment, l'histoire du tarot remonte jusqu'au XIVe siècle, je crois, où ce serait un comte italien qui aurait créé un jeu de cartes pour sa fille qui allait se marier. J'ai plus les noms en tête. C'est très vaste les histoires autour du tarot. Mais encore là, je vous propose un livre qui est super pour en savoir plus sur l'histoire du tarot, qui est l'histoire du tarot par Isabelle Nadolny, et c'est un énorme livre, mais il est très très facile à lire. Il y a plein d'illustrations, il y a plein de jeux de cartes qui sont photographiés et à l'intérieur de ce livre.
et qui est absolument magnifique. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du tarot, c'est génial. Pour en revenir à mes moutons, il y a un troisième système donc de tarot qui existe, qui est le tarot de Thoth. Pareil, je ne le pratique pas beaucoup, donc je peux pas beaucoup vous en parler. Il me semble qu'il y a quelques arcanes en plus que le tarot Rider-Waite et le tarot de Marseille. Et lui aussi a été créé en début de siècle dernier par l'occultiste Aleister Crowley, qui pensait que le tarot venait d'Égypte, d'où son nom. Voilà. Donc si vous voulez vous y essayer, je vous en prie. Et d'ailleurs, quelque chose qui est intéressant sur le tarot de Thoth, c'est que il y a directement un mot clé directement sur les cartes, sur les arcanes mineures, qui influe un peu sur l'image et l'interprétation que l'on peut en faire. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ah ben, je pense que oui, je pense qu'elle doit être satisfaite. J'ai partagé sur le chat, je sais de mémoire, parce que j'avais suivi ce cours, Daniel Chouchi avait créé une vidéo autour de l'origine de la cartomancie et du tarot notamment. Alors par contre, je sais pas trop, là il faudrait que je lui pose la question, si cette vidéo est toujours disponible, mais il avait fait des recherches de fou et on découvrait l'origine en fait. Hein, donc c'était aussi très passionnant, et puis il y avait toute une partie autour de l'Égypte et tout ça, autour de la cartomancie. Donc comme quoi ça date pas d'hier en fait, hein, ça date de très longtemps. Tout à fait. Il y a aussi une vidéo avec Jodorowsky, Marianne. J'ai mangé son nom de famille. Je suis vraiment mauvaise. Marianne Costa, qui est une auteure par rapport au tarot. Jodorowsky aussi. Isabelle Nadolny, qui est disponible sur YouTube, que j'ai re-regardé il y a pas longtemps. Je pense que si vous tapez documentaire sur le tarot dans YouTube, vous le trouvez. Ça dure 1h30 et il parle beaucoup de l'origine des tarots et c'est hyper intéressant. Du coup, oui, je voulais vous parler. Une fois qu'on a les cartes posées face à nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les interprète, comment essayons-nous de les lier ensemble. Vous pouvez définir un emplacement précis pour chaque carte, par exemple. Il est important de structurer son. Excusez-moi, je suis un peu malade. Je compatis ayant été malade. Je sais que c'est pas facile, hein. Il est important donc une fois que l'on a réussi à structurer ces questions, que l'on sait comment va se dérouler notre tirage, à peu près combien de cartes nous allons tirer, combien de questions nous avons envie de tirer pour avoir une réponse des plus complètes, le placement de ces cartes. Alors, vous pouvez prendre ce que je vous dis, mais ça ne fait pas office de vérité générale, bien entendu. C'est juste que ça m'a permis de me structurer au début et de pouvoir comment dire, avoir une base pour m'y retrouver. Donc j'aime bien tirer 3 cartes en ce qui me concerne. Pour une situation donnée, avec une problématique, avoir 3 cartes qui me définissent. Par exemple, dans quelle énergie je vais me sentir, par exemple pour un nouveau travail, quand je vais débuter ce nouveau travail, comment je vais percevoir peut-être ce nouveau travail, ou j'essaye de tirer 3 cartes qui vont englober chacune d'entre elles avec un objectif précis, toujours dans la précision, avec un objectif précis pour chaque carte donc qui me concerne, et 3 autres cartes par exemple pour l'objectif en lui-même. Et ensuite j'aime bien les tirages à 9 cartes, et ensuite 3 cartes pour la conclusion. Mais vous pouvez les placer comme vous le souhaitez. Moi, je les place souvent en triangle. Je fais 3 triangles avec mes 9 cartes. Et je regarde si vous avez, comme la plupart des tarots où il y a des personnages dessus,
Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, de regarder si les personnages se regardent, s'il y a un paysage en particulier qui va revenir sur le tirage, peut-être que cette ambiance que vous donne le tarot va peut-être définir un aperçu. Par exemple, une forêt noire sur un ensemble de cartes ou même sur une carte. Pour certains, ça va être la peur, mais pour d'autres, ça va être le confort. Je sais que pour moi, la forêt noire ou la forêt sombre, d'ailleurs que l'on peut souvent voir sur les cartes de l'ermite, pour moi, ça va être quelque chose de confortable. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être la peur, la terreur ou toute autre chose. Quelle ambiance en fond de carte avez-vous qui puisse définir l'ambiance? Moi, pour moi, le fond de carte, le paysage, ça va vraiment être tout ce qui est côté émotionnel, et le personnage, ça va vraiment être l'interaction qui va se passer. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand on est malade. En plus, alors je sais pas pourquoi, mais je trouve que cette année, cette grippe, elle prend vraiment à la voix en fait. J'ai remarqué, parce que j'étais dans le même état que toi, Lina, vraiment pendant des semaines, des jours. Et j'ai encore cette trace là qui reste. Ça va mieux, mais je suis encore dans un petit peu pas bien quoi. Donc je compatis à la douleur de la grippe en ce moment. Merci beaucoup. Ah bah. Je suis désolée, j'en perds mes mots en plus, c'est très frustrant. Décidément, c'est épidémique. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause? Ça va te faire du bien? Oui, je veux bien. On choisit le morceau que tu as choisi, ou on attend un petit peu pour la passer? Oui, allons-y. Allez, hop. Donc on va se connecter à Outlander avec ce merveilleux morceau The Sky Boat Song. Donc à tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Hey, bienvenue dans la super annonce. Tous les matins sur Radio Antasia, du lundi au samedi, entre 7h et 13h, retrouvez l'horoscope. Capsule divination. Aujourd'hui, la radiesthésie. Vous vous rappelez probablement tous du professeur Tournesol dans Tintin qui sortait son pendule lorsqu'il avait une recherche à faire. La radiesthésie, c'est un peu cela. C'est un processus de divination et de détection qui repose sur l'utilisation d'instruments tels que les baguettes coudées ou le pendule. L'être humain est sensible aux vibrations subtiles émises par les éléments, mais ne peut pas toujours en avoir conscience. La pratique de la radiesthésie permet par l'utilisation de ces instruments d'amplifier les micro-mouvements de nos mains et de rendre manifeste la réponse à une recherche ou à une question faisant appel à notre intuition. Le pendule est un outil très efficace en divination, à utiliser sans modération, même si, comme pour tout, il faudra s'y exercer. À bientôt pour une nouvelle capsule divination. Laissez vos dédicaces, passez votre petite annonce ou donnez-nous vos avis sur la nouvelle radio des enchanteurs. En nous écrivant par email contact@radioantasia.fr ou en utilisant l'application sur votre téléphone portable. Chaque dimanche de 21h à 23h sur Radio Antasia, l'émission Faut qu'on en parle. Ne ratez pas ce nouveau talk show avec Luc et Mylène. Éveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On est de nouveau en direct, mes très chers enchanteurs, pour la suite de cette merveilleuse émission avec notre très chère Lina. Ça va mieux, ma petite pupuce? Oui, j'ai bu.
Ah, tant mieux. Bah, écoute, si tu me le permets, on va un petit peu développer plein de questions. En tout cas, moi, j'en ai des tas à te poser sur des certaines méthodologies. Par exemple, et puis après coup, si jamais Adama et Diani veulent interagir, bah, qu'elles n'hésitent pas, en fait. Il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai une première question. Donc, je fais mon tirage. Imaginons que je fais un tirage ouvert. Donc, un tirage ouvert, on rappelle, c'est vraiment... Ça y est, je m'en souviens plus. Non, un tirage ouvert, c'est en fait toutes les questions. Question ouverte. Voilà, questions ouvertes. Moi aussi, j'en tiens une bonne, je te rassure. Donc, imaginons, donc je fais ma question ouverte et puis je tire 3 cartes. Comment j'arrive à comprendre le message que la carte m'envoie en fait quand je tire 3 cartes? Comment associer ces 3 cartes pour avoir ma réponse? Il va y avoir une couleur, ça tout dépend de ton tarot, mais une couleur qui va revenir, peut-être. Si c'est pas une couleur, ça va être une ambiance, comme je parlais tout à l'heure du paysage, qui va revenir peut-être en fond. Chercher en premier les points communs qui vont se retrouver sur les cartes et en faire une déduction. Par exemple, si le temps clair est quelque chose qui t'évoque la surprise ou une quelconque émotion, c'est un point commun qui va ressortir de ta question. Par exemple, je sais pas, tu as demandé si cette filière pour le... Alors, je fais quelque chose d'intergénérationnel depuis tout à l'heure, mais par exemple, est-ce que cette filière dans mes formations va m'épanouir? Si le temps clair pour toi évoque une réponse positive ou quelque chose vers lequel tu dois aller, s'il y a plusieurs fois cette ambiance où le ciel est clair sur les cartes qui ressort, peut-être que tu peux déjà avoir un premier point commun. Et les cartes, les scénettes en elles-mêmes vont préciser en quoi cette nouvelle filière de formation va te plaire. Par exemple, il y a aussi comment vont interagir les personnages. Est-ce que le personnage qui est sur ta carte, il regarde à l'extérieur du tirage ou est-ce qu'il regarde plus à l'intérieur du tirage? Est-ce que par exemple, je sais pas, admettons tu as ta carte du chariot à droite et ton fou à gauche, est-ce que le fou marche vers la carte du chariot? Est-ce que le chariot, lui, regarde, par exemple, le fou? Est-ce qu'il y a un échange entre les 2 cartes? Donc, du coup, est-ce qu'il y aurait pas une échange de vibrations entre les 2 cartes qui fait que tu peux allier deux interprétations entre elles? Donc, est-ce que c'est clair? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Adama, conclut aussi avec sa question. Elle dit: est-ce que l'ordre donc du tirage des 3 cartes a-t-elle une importance? Commence par peut-être la question la plus importante pour toi. Et non, après, oui, si tu décides de le faire linéairement, mais après tu vas lire tes 3 cartes comme un ensemble, comme une phrase. Après, pareil, protocolairement, tu peux te dire la première carte, c'est comment ça s'appelle, c'est comment je vais me percevoir, comment je me perçois, comment je vais me sentir pour la seconde, par exemple. Mais si, vu que je fonctionne par 3 cartes pour moi-même, la situation et le conseil, les 3 cartes vont vraiment définir. Je pars donc du coup sur toi. Les 3 cartes en premier vont vraiment définir, elles vont parler entre elles parce que ça va vraiment identifier ton esprit du moment face à ta situation. C'est très intéressant. Je me posais aussi une question parce que je vois qu'il y a plein de méthodes. Comment battre les cartes? Tu vois, moi personnellement, j'ai une méthode. Je bats mes cartes, je coupe donc les cartes en 2, et après coup, je tire à chaque fois la 13e carte que je positionne dans mon tirage. Est-ce que toi, tu as une méthodologie autour donc du fait de battre et de tirer les cartes?
Mais je bats aussi et je coupe aussi. Mais je prends la première carte qu'il y a sur le dessus du second tas, là où j'ai coupé. C'est souvent comme ça que je tire les cartes. Si je tire souvent et un peu partout, donc j'utilise souvent cette méthode. Mais quand je suis vraiment bien à la maison et que je vais à l'hôtel, je les étale. Je les étale directement, je les mélange et je les étale sur l'hôtel. Et je sais quelle carte choisir. Quand je mets ma main au-dessus du jeu, j'ai mon petit doigt. Alors ça peut être risible peut-être, mais j'ai mon petit doigt qui c'est un peu mon indicateur de carte. J'ai mon petit doigt qui devient très froid au-dessus d'une carte. Je sais que c'est celle-ci que je dois choisir. Il y a 1001 façons de faire. Il y a aussi des fois j'ai une carte qui marcelle. Ou qui saute aussi. Saute. Il y a des cartes qui sautent aussi. Alors les cartes qui sautent, si elles sont plusieurs, moi j'ai tendance à pas les compter. Je sais pas ce que t'en fais. Moi non plus, je les compte pas en fait. Quand il y en a trop, il y en a 2-3, ça va, mais quand il y en a trop, je les reprends pas quoi. C'est ça, pareil. Et par contre, s'il y en a qu'une, je me dis que c'est peut-être hors sujet de ma question, mais peut-être qu'il y a un petit message pour moi. Du coup, je la laisse de côté, mais vraiment après mon tirage, je vais aller la voir ce que c'est. Ou c'est peut-être des fois des cartes qui avaient pas du tout à sortir, peut-être dans le tirage, mais pareil. Et pour ce genre de choses, d'ailleurs, je me dis que chacun peut interpréter aussi la carte sauteuse comme il l'entend. Peut-être la carte qui est pas disponible pour ce tirage, ou la carte justement qui a un message à passer. Tout ça, pour moi, ça fait partie de l'ordre du protocole où, ok. Et les protocoles peuvent changer. C'est important aussi. Si pendant, je sais pas, moi, pendant 5 ans, je me suis dit que c'était une carte message, cette carte sauteuse, eh bien, mon protocole, à partir du moment où je suis ancrée avec cette idée que cette carte sauteuse, c'est un message pour moi, eh bien c'est ok et je vais voir ça en tant que message. Si je décide demain de changer mon protocole et que cette carte sauteuse c'est la carte qui n'a pas lieu d'être dans le tirage, je la compterai comme ça. Enfin voilà quoi. Ça c'est selon comment vous voulez aborder votre jeu. Il y a aussi des jeux que vous allez peut-être dans votre pratique attitrer à une certaine chose. Par exemple, j'ai le tarot Love Heart. Je sais que tous les tirages sentimentaux que vont me demander les copines, je vais les faire avec ce tarot en particulier parce qu'il s'y prête très bien, parce qu'il est très rose et et du coup les messages à prendre des cartes sauteuses dans ce jeu-là en particulier, je vais les prendre. Mais dans un autre jeu, par exemple le Deviant Moon, qui est vraiment plus introspection, enfin pour moi, les cartes sauteuses, je considère que c'est les cartes qui font la tronche. Bien dit. Du coup, voilà. Du coup, je ne les... Ok, je respecte votre choix. Je vous mets de côté. J'adore ta vision, non, c'est vraiment top. J'avais une question à te poser aussi concernant notamment le tarot. Est-ce que tu es plutôt du genre à mélanger les majeurs et les mineurs dans ton tirage, ou alors est-ce que tu commences à tirer par les majeurs et après coup les mineurs, ou alors tu n'utilises pas du tout soit les majeurs soit les mineurs? Ça dépend. Quand ça va être un tirage plutôt introspectif où je veux me mettre au clair, par exemple avec ce que je veux devenir, ce que je veux être, je vais avoir tendance à prendre que les arcanes majeures parce que, à mon sens, je trouve qu'elles expriment vraiment 21 facettes de la personnalité. Et les arcanes mineures plus des aspects du quotidien, quoi.
Et du coup, pour tout ce qui aura une problématique, une situation donnée ou ce genre de tirage, là, je vais prendre le jeu en entier. Par exemple, pour le tirage de l'année, où je vais tirer une carte pour chaque mois, je vais d'abord tirer une arcane majeure, puis une carte mineure qui l'accompagne. Une arcane mineure qui l'accompagne. Et ça dépend. Après, il y a beaucoup de pratiquants qui disent que quand on est habitué à tirer les cartes, on peut tirer qu'avec les 21 arcanes majeures et qu'on peut se séparer des arcanes mineures. Moi, je suis d'accord sans être d'accord avec ça. Parce que je trouve qu'elles sont que les 78 cartes sont très complémentaires et que j'aime pas trop laisser les arcanes mineures de côté. Mais c'est notamment Régine Collonges-Bresques, si je le prononce bien, qui avait dit ça lors d'une conférence quand j'étais allée au Tarot Festival. Et ça m'avait surpris et du coup je m'y suis tentée pendant plusieurs mois à tirer qu'avec les arcanes majeures. Et il me manquait quelque chose. Déjà parce que j'adore les personnages de la cour et que ça me manque quand ils sortent pas si souvent. Et voilà. Et 21 cartes, ça me fait trop peu dans les mains. Je sais pas si d'autres pratiquants quand t'as des ont ça, mais quand t'as une petite main, quand t'as des petites mains, c'est vrai que avoir moins de cartes, c'est mieux quand même. C'est plus pratique pour pouvoir battre et tout. J'adore les grosses cartes aussi, hein, mais c'est compliqué à battre. Ou alors t'as une manière, tu les mets d'une autre façon, tu les mets à la verticale, tu sais? Oui. Au lieu de les mettre à l'horizontale. Tout à fait. Et ben c'est ce que je suis obligée de faire avec mon tarot Camelot. Ah. Je sais pas si vous voyez, c'est le tarot de Mathieu Delaruelle. Je ne saurais pas vous dire chez quel éditeur il est sorti, mais ils ont fait un tarot sur la série Camelot. Et étant grande fan de la série et de Astier, j'étais obligée de l'avoir. Je m'y sentais obligée et les cartes, vraiment, elles sont géantes. Et avoir les 78 dans les mains, c'est très compliqué. J'ai des petites mains boulinées, c'est un enfer. Oui, moi aussi, j'ai pas des grandes mains non plus, donc c'est compliqué. D'ailleurs, vous pouvez échanger sur le chat à ce sujet. Pour vous, est-ce que c'est compliqué de battre les cartes? Est-ce que vous prenez toutes les cartes ou pas? C'est intéressant de voir un petit peu toutes les méthodologies que les gens, en fin de compte, utilisent dans leur quotidien quand ils pratiquent. Alors, j'avais des questions autour de comment développer les réponses de notre tirage. J'ai vu j'ai vu des praticiens sur YouTube notamment, des cartomanciens qui utilisaient plusieurs jeux de cartes. Donc il y avait un tirage de base avec un jeu de cartes particulier, puis après coup, quand ils voulaient développer le tirage, ils utilisaient un autre jeu de cartes. Toi, ça t'arrive de faire ce genre de choses? Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, pour avoir la possibilité d'avoir toujours 78 réponses, je reviens sur le fameux tirage de l'année avec les arcanes mineures. Alors du coup, je mets à plat mes 12 premières cartes qui sont des arcanes majeures. Et après, je vais prendre 2 jeux de tarot où je vais mettre toutes les arcanes majeures de côté. Et d'abord, je vais prendre pour un premier jet de 12 cartes qui vont accompagner les arcanes majeures que j'ai déjà tirées. Je vais d'abord prendre un jeu et tirer les arcanes mineures. Et pour avoir toujours autant de possibilités de réponse, je vais prendre un autre jeu et reprendre toutes les arcanes mineures. Mais quand je considère que le tarot me gronde, à partir du moment où sur une seule et même arcane majeure, j'ai posé 2 fois la même carte mineure. T'as pas compris la première fois? Il te faut une seconde réponse? Ça arrive quand même pas mal de fois. On repose quand même la même question. On n'est pas content de la réponse initiale, quoi. C'est fou, hein. C'est ça.
Des fois, parfois à 6 mois d'intervalle, je m'en rends pas compte. C'est en ouvrant les carnets avec mes récaps de tirage que je le découvre, que j'ai posé la question avec 2 mots différents il y a 6 mois. Je la repose exactement la même et le tarot, il me troll quoi. Elles sont perturbantes ces cartes. Il y a Diane en fait qui pour elle aussi c'est compliqué donc de tirer d'avoir un gros paquet dans les mains. Elle nous dit et que penses-tu Lina donc de les mettre en tas sur la table pour les mélanger avec les mains en les faisant glisser en cercle par exemple. C'est pas bête Diane. C'est la meilleure idée. Ouais. C'est la meilleure idée parce que justement des fois il y a une carte qui s'échappe, on n'est pas abri de l'avoir. Quand on a tout le paquet dans les mains, des fois on a tendance à regarder derrière le jeu quelle dernière carte s'est nichée par exemple, donc laquelle on sait qu'on va pas sortir de suite par exemple si vous êtes comme moi que vous coupez le jeu, que vous prenez une carte au milieu, ben vous savez laquelle va pas sortir et je trouve que ça influe pas mal, alors que si on mélange des cartes, et j'ai même vu des pratiquants mélanger plusieurs jeux de cartes, après pour les ranger bon courage, hein, mais à mélanger plusieurs jeux de cartes et tout est possible. Tout est possible. Donc tout est possible. C'est ça vraiment qu'il faut retenir quand tu fais des tirages. Tout est possible. Non seulement dans ton protocole, dans ta manière d'aborder les réponses, dans ta manière de tirer, tout est possible. Oui, tout est possible à partir du moment où vous êtes au clair avec votre protocole, votre façon de faire. Par exemple, il y a beaucoup de pratiquants qui lisent les cartes à l'envers et qui du coup ont l'aspect négatif, pour la plupart c'est ça, de la carte. Moi je ne tire dans les tirages global, si je ne fais pas de tirage à question fermée, je ne prends jamais en compte l'envers ou l'endroit de la carte. Pour moi la carte c'est la carte. Par contre, pour les questions fermées, vu que c'est un peu plus complexe de répondre par oui ou par non, là, l'envers et l'endroit est capital. Ah, c'est ma façon de tirer, et peut-être que vous avez une façon différente de le faire, mais à partir du moment où vous êtes au clair avec ça, que vous avez expérimenté la chose plusieurs fois avec le même jeu, je pense que le jeu le sait aussi. Ce que je trouve fou en fait dans la cartomancie, c'est que quand tu t'intéresses à cet art divinatoire, tu as un coup de cœur pour un jeu. C'est ça qui est dingue. Et quand tu ressens ce coup de cœur pour ce jeu, je sais pas ce qui se passe. Il y a une alchimie entre toi et ce jeu. Tu peux plus utiliser d'autres jeux. En tout cas, pendant très très longtemps, tu peux plus utiliser d'autres jeux. Je sais pas si ça t'arrive aussi. Oui. J'ai beau avoir une jolie collection, pendant près de 3 ans, j'ai réussi à tirer les cartes qu'avec le Deviant Moon. Je regardais les autres avec désespoir en mode mais je suis trop méchante quoi. Je les laisse prendre la poussière dans mon armoire, dans mon étagère, c'est injuste. Mais à chaque fois, non, c'était lui et pas un autre quoi. Mais maintenant ça va. Maintenant ça va mieux, je me suis guérie. Mais t'as déjà fait une analyse émotionnelle autour de ça ou jamais? En fait, tu vis le moment et puis voilà. Ouais, je vis le moment. Mais après c'est parce que je suis très attachée au personnage. Je ne sais pas si vous avez le visuel du Deviant Moon, je vais vous le mettre dans le chat. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance avec ça. J'aimais bien les peluches moches. c'est très con dit comme ça. Je vais vous poster ça dans le chat. C'est comme les pulls moches de Noël, en fait. Ils sont très beaux, en fait. On les appelle les pulls moches de Noël. Exactement. Et les personnages du Deviant Moon, au premier abord, ils sont laids. Ils sont laids, ils font peur, ils peuvent vraiment, ils sont un peu perturbants. J'ai du mal à le dire parce que je suis très attachée à eux et moi maintenant je les trouve beaux. Mais et du coup je sais pas, et du coup c'est après le beau et le moche, enfin c'est chacun les goûts selon les goûts de chacun. Mais je sais pas, j'ai un attachement pour ces cartes,
c'est hyper particulier. C'est vraiment un coup de cœur immense, quoi. Hop, j'essaye de vous le mettre, mais je vais juste copier le lien parce que je ne sais pas faire ça dans le chat. Hop. C'est pas facile ce chat, hein. Moi je te le dis, c'est pas toujours évident de trouver. Alors personnellement, moi, mon chouchou pendant des années, ça a été le tarot des magiciens. Parce que j'ai une histoire particulière avec ce tarot. Déjà, il existe un livre qui rassemble à la fois l'astrologie et le tarot. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à vraiment à rentrer dans l'astrologie. L'astrologie, c'est mon truc, hein. J'adore l'astrologie. Et en fait, au tout début de mon cheminement, quand j'étais sur Arcadie, j'avais donc une chaîne YouTube où je présentais, tu sais, un petit peu mes livres, mes cartes. Et donc, à l'époque, j'avais pas les cartes du tarot du magicien, j'avais que le livre. Et on a une auditrice qui m'a contactée pour m'offrir les cartes. Et depuis ce moment, en fait, j'ai vraiment je suis tellement émue. C'était mon premier cadeau de la part d'un auditeur. En plus, les cartes de tarot, je peux te dire que c'est pas donné, hein. Donc, elle m'avait offert ce jeu de tarot. Et j'étais tellement émue que pendant des années, le tarot des magiciens a été mon jeu, en fait. Et ce que j'ai adoré, parce qu'en plus, je l'ai expliqué dans l'émission, tout au long de l'émission, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui raconte une histoire, hein, dans un monde magique. Et c'est marrant parce que c'est un tarot, mais il n'y a pas la consonance de Marseille, en fait. J'ai pas les chiffres, j'ai pas tout ça. Et en fait, comme tu expliquais tout à l'heure, tu disais par exemple que le battleur était relié au magicien. Ben moi, par exemple, j'ai le magicien. Tu vois, j'ai pas le battleur, j'ai le fou, j'ai pas le mât. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le Red Rider machin, enfin je sais jamais le nom. White Waiter. Oui, c'est un tarot Rider Waite du coup. Voilà, ouais. Rider Waite. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans le même esprit, sauf que moi je rentre en fait dans le monde magique, hein, d'une école de magie en fait, avec le tarot des magiciens. Et après, j'ai découvert récemment un super jeu. Donc j'ai mis tu vois l'information là en image sur le chat. Et depuis, j'arrête pas avec ce jeu en fait, hein. Je suis fanat de ce jeu. Je change d'ambiance. Je comprends. Ouais. Mais c'est trop adorable. Enfin, la démarche est trop chouette, quoi. Ouais. Pour ça que je te demandais tout à l'heure, mais... en fait, si t'avais une histoire autour du tarot chouchou que tu avais dans ton cœur. Parce que souvent, il y a une histoire émotionnelle autour d'un jeu. Je vous en ai un peu parlé la dernière fois, mais du coup, mon papa tirait les cartes autant qu'il jouait à la belote, plus jeune. Et du coup, un jour, je range une vitrine que l'on avait chez moi quand j'étais petite. Je fais la poussière dedans, je jette les choses qui se sont cassées, et je touche par grande mégarde ce jeu de cartes poussiéreux qu'il y a dans la vitrine. Et mon père, il me fait non, ça tu touches pas, et tu n'y touches jamais en fait. Et je dis d'accord, ok. Et j'ai appris bien plus tard, j'étais très petite, je devais avoir 7-8 ans, et j'ai appris bien plus tard que par une amie à mon père qu'il tirait les cartes et qu'il avait des prédispositions à être très très clair dans ses interprétations, à tel point qu'il a déjà fait flipper beaucoup de ses amis. Bien que ce soit pas quelque chose qu'il faisait très souvent non plus. Et voilà, lui, il est très secret sur ces pratiques-là, et du coup, voilà. Mais chaque tarot a son histoire, a eu son processus créatif de son auteur derrière. C'est ça qui est chouette aussi de vivre à notre époque, c'est que c'est plus du tout initiatique, c'est très vivant, et des Rider-Waite justement, enfin il y a plein d'auteurs différents qui mettent leurs pattes et leurs illustrations et leur art dans les cartes, et qui imagent avec de magnifiques interprétations leur jeu, et je trouve ça super chouette. L'auteur du Deviant Moon d'ailleurs, j'avais une vision très très à moi de ce jeu de cartes que j'ai usé durant 3 ans, un peu plus, même 5 ans. Et quand j'ai découvert qu'il avait fait un livre sur tout son cheminement au cours de la création du tarot, lui, il est pas du tout dans la même optique que moi. Lui, vraiment, il voulait vraiment quelque chose de comment ça s'appelle, de glauque, on va dire. Et moi, j'y voyais un terrain d'enfance me concernant, quoi. Donc, comme quoi,
un tarot dans une main aura une importance tout autre que dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Et ils ont vraiment chacun leur énergie, c'est génial, et leur histoire, parce que le voyage du fou est très différent d'un tarot à un autre, quoi. Et je trouve ça trop chouette, vraiment. Je me répète, mais Et on est dans la chouette émission, hein, donc tu as le droit de te répéter. Et j'ai partagé directement l'image en fait de ton jeu de cartes, et je me souviens que tu me l'avais déjà montré, et je t'avais dit que ça ressemblait vachement au style un peu Picasso. Est-ce que c'est le même que tu m'avais montré? Oui, il me semble. Hein. Et tout à fait. Et très atypique ton jeu de cartes, hein, vraiment. On rentre dans un autre monde, hein. Ouais. Ouais, c'est sombre, j'aime bien. Ça fait un peu Alice in Wonderland, je trouve, un peu, tu vois. Et le dos des cartes avec le recul, là, je suis en train de le voir sur l'image, il me fait un peu penser au graphisme Demoiselle étrange, c'est rigolo. Exact. Comme quoi, peut-être qu'il n'y a pas de hasard finalement. C'est vrai, exact. Ouais, j'avais pas perçu. On leur fait de gros bisous d'ailleurs au passage, Demoiselle. Oui. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Il y a Adama qui posait une question assez pertinente, je trouve même très pertinente. Elle dit, est-ce qu'il y a une règle est-ce qu'on tire 3 cartes à chaque fois, ou est-ce qu'on peut en tirer 5, 7, 2, 1? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle en fait. Non, il y a aucune règle. Moi, 3, j'ai donné cet exemple parce que c'est un chiffre qui me tient énormément à cœur. Et le 3 et le 7, en général, ce sont des chiffres qui ont une importance dans beaucoup de courants de sorcellerie c'est vraiment des chiffres forts. Et pour moi, le 3, c'est vraiment le 3. Mais et puis je trouve que 3, c'est assez, mais pas trop. Ça peut être pas mal pour une interprétation. Tu peux vite te perdre surtout si tu débutes avec 5 ou 7 cartes pour ta propre énergie. Alors bien sûr, tout à l'heure, c'est un exemple de tirage donc à 9 cartes, avec 3 cartes pour toi-même, 3 cartes pour ta situation et 3 cartes conseils. Mais si tu veux en tirer qu'une, libre à toi. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû commencer par là, parce que en débutant, interpréter 3 cartes à la fois, c'est peut-être un peu compliqué. Si tu veux faire des tirages de 18 cartes, mais je t'en prie, mais fais-toi plaisir. Tricture-toi le cerveau pendant des heures, y a pas de problème. Mais non, il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Il faut surtout faire avec l'aisance le temps aussi. Très important, le temps. J'ai oublié de préciser, mais si tu as, admettons, 1 heure devant toi, peut-être que c'est pas judicieux de commencer un tirage avec 18 cartes. Mais si tu as 1 heure devant toi, peut-être qu'un simple tirage 3 cartes avec une carte pour toi, une carte pour ta situation et une carte pour le conseil du jeu, 1 heure, je pense que c'est faisable. Mais voilà, tu adaptes selon le temps que tu as devant toi, selon aussi la problématique. Il y a certaines problématiques ou situations qui seront peut-être plus complexes que d'autres et que tu voudras peut-être plus développer avec les cartes. Vraiment, il y a aucune règle. D'accord. Alors, ça va être un petit peu en corrélation au niveau intuition. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même apprendre à développer son intuition? Plus on sera à l'aise avec l'intuition, plus l'interprétation sera facile. Oui. Je pense. Pour moi, travailler l'intuition, c'est important. Travailler son imaginaire, se raconter des histoires. Ça peut paraître farfelu dit comme ça, mais
pouvoir lire les cartes comme si c'était une histoire. S'inventer. D'ailleurs, c'est un très bon moyen d'apprentissage de tirer, par exemple, 5 cartes et sans interprétation aucune. C'est pas un tirage. On met juste 5 cartes devant soi et on invente une histoire avec les 5 cartes. J'adore. C'est quelque chose qui est très chouette à faire avec des enfants parce qu'on découvre. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dixit. Mais on peut s'en servir d'oracle d'ailleurs du Dixit et c'est un jeu où on a un tas de cartes avec des images dessus et on les met au centre de la table. On a chacun choisi un mot pour définir la carte et celui qui trouve le mot qui se rapproche le plus de la définition que de la personne qui a donné la carte a gagné. Et je trouve que c'est une très bonne façon de se connecter à son tarot également et se connecter à son intuition, à son propre imaginaire. Mais vraiment pour se connecter au tarot, se raconter des histoires avec chacune des cartes ou avec plusieurs cartes ensemble. Je trouve ça génial et comme je disais tout à l'heure, la première impression, le premier mot, la première phrase qui saute aux yeux quand vous découvrez la carte avec la potentielle réponse dessus, la première intuition est toujours la bonne, quoi. C'est pour ça que c'est important de la travailler pour qu'elle s'affine au fil du temps, quoi. Waouh, Lina, là déjà l'émission était magnifique, hein. Mais là, je trouve que ta manière d'aborder la chose est vraiment bonne. Et étant fan de tout ce qui est créativité et artistique, forcément, tu me parles de création, tu me parles d'histoire, moi je suis comme une folle. J'avais jamais pensé à ça, je te jure. Pourtant, dans le tarot des magiciens, on nous amène, tu vois, à développer tout un tas d'histoires autour des cartes, partir en méditation avec les cartes, se créer des aventures avec les cartes. Mais j'avais pas pensé en fait à relier tout ça en me disant bah tiens là je vais faire un tirage et je vais essayer de découvrir l'histoire que me racontent les cartes. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. C'est énorme. Oh mon Dieu, je sens que tu vas dormir très tard ce soir, Alina. Ah non mais franchement, je l'ai noté là dans mon carnet, j'adore. Franchement, je trouve ça énorme. Là je suis émue là. Non, je te jure là, je suis trop émue. Ouh, ça y est, je vais pleurer. Alors, j'avais une autre question. Comment... alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui. Tu nous en as parlé en début d'émission, justement, que tu allais en parler. Alors, peut-être que tu as oublié, ou peut-être que tu en as parlé, mais subtilement. Et j'ai peut-être pas entendu la réponse. Peut-être pareil pour les auditeurs. Ah, il y a Mimi qui vient d'arriver. Coucou, ma petite Mimi. En fait, tu nous expliquais en début d'émission que tu allais nous développer un petit peu toute l'analyse concernant alors le moment où la réponse du tirage va arriver. Comment analyser le moment où la réponse du tirage va arriver? Est-ce que tu me comprends quand j'ai écrit ça? C'est le moment clé. En fait, quand tu fais un tirage, souvent, moi j'ai déjà vu dans des personnes en fait qui faisaient des tirages sur Internet, sur YouTube, et en fait elle nous dit dans le tirage, bah ça va arriver en automne, ça va arriver dans 2 mois, ça va arriver machin. Est-ce que tu as une méthodologie pour nous permettre de comprendre à quel moment précis du temps ça va arriver? Pas spécialement avec le tarot, bien qu'il y ait certaines cartes qui sont explicites des arcanes majeurs. Donc je parlais de la tour tout à l'heure et de l'ermite. Pour moi, c'est vraiment des indicateurs de temps. L'ermite, on sait que ça va être long à germer. Toujours quand on est c'est difficile avec le tarot et c'est vraiment difficile avec le tarot, du moins de déterminer la temporalité. Il y a quelques cartes qui sont explicites par leur signification. L'ermite, c'est quand même une carte, par exemple, où on va devoir mûrir quelque chose. Ou c'est vraiment une carte introspective. On sait que c'est le chemin est long, quoi. C'est la lumière dans la lumière dans la nuit. Je vais y arriver, oui. C'est vraiment, on sait qu'il y a du cheminement à faire et que ça va être un peu plus long. Je vous dirai pas qu'avec l'ermite, votre prochaine rencontre, ce sera le 11 mars. Non. Mais
Voilà. Après, il y a une façon d'éclaircir quelque chose en reposant plusieurs fois la question et en précisant un peu plus à chaque fois. Je m'explique. Par exemple, si je fais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je vais tirer une carte pour janvier, tirer une carte pour février, tirer une carte pour mars. Selon ce qui va sortir sur chacune des cartes, vous allez pouvoir l'interpréter à votre manière. Par exemple, si j'ai l'ermite qui tombe au mois de janvier, vous savez que non. Si après, au mois de février, vous avez le chariot qui tombe, vous savez que vous allez devoir aller à la rencontre de cette personne. Si vous restez, le chariot, il vient vous dire un peu, par exemple, que si vous restez dans le canapé tel une ermite, justement, ça va pas venir à vous tout seul. C'est une interprétation dite comme ça. Hein. J'ai pas tiré les cartes ou quoi que ce soit. Par exemple, au mois de mars, on va mettre la tourte. Et la tour, pour moi, tu vois, il y a cette chose où c'est quelque chose de soudain qui te tombe sur le coin de l'œil et tout. Mais dans le cadre de ce tirage, peut-être que c'est la rencontre. Donc voilà, si vous vous demandez une question temporelle avec le tarot, c'est peut-être bien de tirer une carte pour chaque mois ou pour chaque semaine du mois. Ça peut aider. Après, il y a avec les oracles, très souvent. Je pense à l'oracle de Iéna, qui est sorti dernièrement, Affaires sensibles, où il y a carrément des cartes saisonnières. Il y a aussi l'oracle de G, où il y a des cartes saisonnières. Il y a beaucoup d'oracles que j'ai vus récemment, où justement il y a je pense même que c'est un peu plus large que ça. C'est pas que récemment, parce que l'oracle de G est absolument pas récent, mais mais il y a beaucoup d'oracles où vous avez la chance d'avoir ces saisonnalités qui ressortent. Après, si vous avez ce genre d'oracle, laissez les cartes venir. Je suis pas très adepte de prendre 4 cartes avec les 4 saisons par exemple et les sortir du jeu pour définir justement la temporalité. Toujours pareil, tout est question d'interprétation. J'ai un oracle aussi qui représente des, je sais plus comment il s'appelle. Puis il est au fin fond du bureau, je pourrais pas vous le trouver là de suite, mais si je le retrouve, je viendrai vous le communiquer. Où c'est l'histoire d'une petite famille et il y a plein de petits personnages sur cet oracle. Il est vraiment adorable. Et voilà, ils vont à la mer, ils vont au ski, enfin ils font plein de choses. Il est très complet cet oracle. Il fait 70 cartes ou quelque chose comme ça. C'est presque un tarot finalement. Et du coup, cet oracle, on suit une famille au fil des saisons. Et pareil, ce genre d'oracle, c'est super pour essayer de mettre de la temporalité dans les tirages. Mais voilà. C'est magnifique, hein. Tu sais que je suis encore restée bloquée sur le fait de raconter une histoire. Mais oui, racontez-vous des histoires. De toute façon, le tarot est une histoire à lui-même et les oracles aussi la plupart du temps. Et faites-vous plaisir. Oui. Plongez dans l'univers. D'ailleurs, je remarque quand même que, alors tu me diras si je me trompe, mais quand on débute, est-ce que avoir des oracles, c'est plus simple que d'avoir un tarot? Moi, j'ai la sensation que c'est plus simple. Oui. Enfin, pour mon cas, ça l'a été. J'ai commencé par des oracles. Et tu sais, je sais pas si tu vois, c'est les oracles un peu... j'ai un horreur aujourd'hui, ces oracles, mais j'ai commencé par là, faut bien que je l'avoue. Avec des messages ou des phrases même écrites dessus. Oui. Et qui t'invitent systématiquement à la méditation, à l'introspection, et qui te disent systématiquement tout va bien se passer. Et ça m'a très vite lassée. Oui, ça a utilisé par parcimonie en fait, hein, tout simplement.
Oui. Bah après, il y a ce genre d'oracle justement où vraiment il t'amène vraiment vers quelque chose de positif. Alors, je n'ai rien contre la méditation. C'est juste que je suis très mauvaise à ça. Mais bien sûr que la méditation, ça aide forcément beaucoup d'entre nous. Mais c'est que ces oracles qui sont toujours très positifs, qui des fois j'ai juste besoin de me prendre une claque. Et bon, bien sûr, il y a plein d'oracles maintenant qui sont super, qui sont des créations magnifiques avec des illustrations de dingue. Et je critique en rien l'objet. Hein. Mais il y en a qui sont plus mieux, si je peux me permettre, que d'autres. Et il faut vraiment trouver la pépite qui parle, où les illustrations vous parlent vraiment, ou vraiment le sentir, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, une fois que tu le vois, tu le sens et tu sais que c'est le tien, quoi, tu vois. Ouais, c'est fou ça, moi je trouve ça dingue. Hein. Parce que comme beaucoup, on a beaucoup de tarot, on a beaucoup d'oracles, etc. Mais quand même, il y a ce truc qui fait la différence. Et on a beau être entouré de cartes, de jeux de cartes, c'est toujours les mêmes qu'on reprend, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as par exemple une sorte de protocole où tu te dis bah tel tarot ou tel oracle, ce sera pour telle thématique quand je veux faire des tirages? Du coup, comme je disais tout à l'heure, le Lovert tarot, Oui. lui, c'est vraiment relation sentimentale. Et je n'aime pas tirer sur les relations sentimentales, à part pour les copines, parce que ça revient souvent. Hein. On va pas se le cacher entre filles. À part celui-là, comme que les copines du coup me demandent souvent, je prends souvent aussi mon Cosmic Cycle pour tirer les cartes aux autres, parce que c'est un jeu de tarot qui est extrêmement bien fait. Qui est très moderne et où les gens peuvent facilement interpréter les cartes à leur sauce pendant que je leur tire les cartes. Donc ceux-là, oui, ils sont attitrés, on va dire. Mais sinon, oui. Après, intuitivement, je pense qu'il y a vers certains jeux que je me tourne pour certains tirages. Par exemple, Deviant Moon, dès que j'ai besoin de faire le clair avec moi-même, je vais prendre le Deviant souvent. Mais sinon c'est celui qui m'appelle sur l'étagère ou l'ambiance que j'ai envie de mettre à ce moment-là dans ma vie. Je te parlais l'autre jour du Pastoral Tarot, qui a cette ambiance un peu Anne avec un E, tu vois. Tout à fait. Qui me rappelle beaucoup l'enfance et tout. Si j'ai envie de mettre un peu de lavande dans ma vie, je vais prendre ce tarot, quoi. D'accord. Alors j'en profite, il y a Mimi qui est arrivée sur le chat, on lui fait plein de gros bisous. Il y a également Amulus qui est là, on vous embrasse. Mimi, elle a une question pour toi. Elle demande si tu connais le tarot d'Etela ou le grand Etela, et elle demande si tu connais, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup le grand Etela. J'en ai un à la maison que je n'utilise absolument pas. Je l'aime bien parce que je prends des cartes dedans que je vais laisser sur l'autel pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours. C'est un tarot que j'utilise pour ça. Donc souvent, il est souvent en vrac et j'ai souvent des cartes de l'Etela un peu aux 4 coins de la maison. Mais je ne l'utilise pas pour tirer. Après, c'est absolument propre à moi. Hein, c'est l'utilisation que j'en fais, mais c'est un chouette tarot. C'est vraiment, j'en aime beaucoup. Et ben en plus, je crois que c'est la version que tu as mis en. C'est la version que tu as mis en comment ça s'appelle en. Mais il est parfait pour la divination, le grand Etela. Il est et puis c'est cash, je trouve aussi comme comment ça s'appelle comme interprétation. Et par contre là c'est vraiment un tarot que pour le coup qu'il faut où il faut exprimer l'endroit et l'envers, vu qu'il y a des endroits et des envers sur chacune des cartes. Comme quoi il y a des tarots qui sont vraiment faits pour l'endroit et l'envers. C'est fou, hein. Alors, quand tu as répondu à la question de Mimi, tu as subtilement dit une phrase qui est très intéressante
Et quand on n'est pas praticien, voilà, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer l'art magique, peut-être que cette phrase que tu as dite n'a pas pris de sens. Mais moi, je l'ai entendue et j'ai fait Lina fait ça. Alors, je vais te développer ce que j'ai ressenti. En fait, tu dis que tu as récupéré, enfin, tu utilises était là pour que tu mets sur ton hôtel. Donc, ça veut dire que tu crées un hôtel spécialement pour les tirages, ou alors c'est associé à ton hôtel de pratique en tant que sorcière? Alors, mon hôtel de pratique est aussi mon hôtel de tirage, parce que mon hôtel de pratique, j'ai fait le grand vide dessus. C'est une grande table. Enfin, une grande table. Ça fait la taille d'un petit bureau, on va dire. Mais là, c'est mon hôtel de pratique où vraiment je vais pouvoir mettre le bazar, tirer les cartes et finir par tout nettoyer quand j'ai fini ma pratique magique. Et j'ai 2 autres hôtels dans la maison. Il y en a un qui est plus consacré au paganisme et l'autre qui est plus pour me recueillir. Où c'est vraiment une sorte d'hôtel aux ancêtres permanents, si je puis dire. Et voilà. Et aux esprits alliés. Parce que j'y crois. Non, c'est très intéressant justement de percevoir dans notre communauté, effectivement, notre manière de pratiquer, notamment. Et surtout, c'est très intéressant dans le sens où tu te dis, une sorcière, ou même une witch, au sens large, ne fait pas que du paganisme, tu vois, par exemple, comme art magique. Elle s'intéresse à la divination. Elle peut avoir sur son hôtel des cartes de cartomancie, des boules de cristal. Enfin, il peut y avoir plein de choses sur un hôtel en fait. Donc, je trouvais ça assez pertinent de pouvoir mettre ça en avant, notamment dans cette émission. Totalement. Et pas simplement se dire, voilà, on tire les cartes, etc. Est-ce que tu as une sorte de rite autour du tirage? On en a parlé en début d'émission, mais par exemple, quand on est à fond dans la pratique, on crée un cercle de protection, etc. Est-ce que tu es ce genre de praticienne ou pas du tout? Non. À part quand je pratique le contact aux défunts, aux divinités et esprits alliés, là je crée un cercle et je m'aide des cartes dans ces moments-là pour recevoir des messages, si message il y a, parce que parfois il y en a pas. Même si je tire des cartes, il n'y a pas de message. Et seulement dans ce cas-là, parce que voilà, si j'ai un cercle de protection, simplement ça évite à d'autres entités malvenues de venir. Sinon, pour de la divination commune, on va dire ça comme ça, j'en fais jamais. Jamais. J'essaye de réfléchir dans quelle situation j'aurais pu le faire, mais non, là je vois pas. Non, je tire tout le temps après je tire tous les jours. Donc si je devais faire, je suis très flemmarde dans ma pratique. Donc rigoureuse et flemmarde à la fois. Mais si je devais faire un cercle tous les jours, c'est non. Parce que dans ce cas-là, pour la carte du matin, je devrais faire un cercle. Ouais. Pour mes petits tirages comme ça, non. Je pense que à partir du moment où on cherche pas à rentrer en contact par le biais des cartes avec quelconque chose que vous pouvez trouver dans l'univers, je pense que c'est pas utile. Si vous n'avez pas vraiment grande notion à vous protéger, je sais pas si c'est utile. Peut-être que c'est un défaut d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Après, je me suis jamais vraiment posé la question. Après, c'est intéressant comme question. Tu utilises quand même des pierres, des choses comme ça autour de toi. Enfin, je veux dire, non? Pardon? Tu utilises des pierres ou des choses comme ça autour de toi ou pas du tout, ou même des herbes, des plantes, tu vois? Ça peut non, aussi... la seule chose que j'utilise vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'huile pour vraiment m'ancrer et me mettre dans mon tirage. Ça, c'est systématique. Si c'est pas au lever, si c'est le soir que j'ai eu ma journée de travail et tout, il m'arrive de me passer de la brume de purification pour relâcher un peu tout. Et sinon, j'ai toujours ma pierre de roche pas loin. Ça, c'est vraiment pour connecter à l'intuition.
Je la manipule un petit peu avant de tirer les cartes, histoire que si je suis un peu, justement, si je pense à mon lave-vaisselle, à ma machine, à mon truc, mon machin, histoire de me recentrer un petit peu aussi. Toutes ces petites choses aident. Toutes ces petites choses de création de rituels, j'ai envie de dire, de ritualiser le moment en se faisant des petites actions comme ça aide à s'ancrer, à se libérer l'esprit de la pression quotidienne et à vraiment à se concentrer dans ce que l'on est en train de faire, quoi. Comme on disait en début d'émission, quand tu disais je suis en train de tirer les cartes, mais je pense à ma machine à laver, quoi. C'est ça. Et ça, parfois, ça m'arrive, hein. Et je le sais. Et c'est à ce moment-là, justement, que je prends ma petite pierre de roche dans les mains en mode, allez, on se recentre, Lina, on se calme, c'est bon, ça attendra. Là, tu prends du temps pour toi, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. On souffle. Totalement. Donc, tu n'es pas le genre de praticienne, par exemple, à charger tes cartes à la pleine lune, par exemple, ou mettre de l'encens pour qu'elles se sentent beaucoup plus bénéfiques au niveau des énergies. C'est ton truc ou pas du tout? Non, je les charge rarement. Il y a juste un jeu que j'ai eu besoin de décharger. Après les pratiques dans le cercle, si je les purifie et je les charge. Sinon, non. Après, j'ai un oracle qui est consacré à ces pratiques particulières. Et du coup, lui, il est souvent nettoyé. Sinon, non. La plupart de mes jeux, je les laisse bien chargés, en fait, de mon énergie. Pour comme ça, la plupart sont très chargés et du coup, ils répondent du tac au tac, quoi. Parce que j'ai l'impression que, après c'est peut-être juste mon impression, mais si je les purifie, certains jeux ou quoi que ce soit, ça perd toute la connexion que j'ai mis parfois des années à établir avec eux, quoi. D'accord. Oui, parce qu'il y a eu des capricieux, hein. Il y a certains jeux, j'ai mis des années à me familiariser avec, hein. Il y a des petits capricieux dans le lot. Mais après, non, je suis en train de réfléchir, mais non. Après, c'est vrai que je les purifie, tout ça, je le fais hyper rarement. Et attention, il y a même le jeu que je tire aux autres, je laisse mes consultants les toucher. Oh. Je sais que ça peut faire crier. Certains. En fait, des fois, on est dans un tirage et la personne a besoin de regarder la carte d'un peu plus près, un peu plus intensément, et je laisse faire, quoi. C'est vrai qu'il y a différentes méthodologies dans les tirages, dans la manière d'aborder les cartes, et on a certains protocoles ritueliques qui nous dit effectivement, on vient de recevoir un jeu de cartes, il faut les purifier, il faut leur poser la première question pour savoir un petit peu dans quelle orientation elles vont nous être utiles. Donc, je pense à Mimi notamment qui m'en avait parlé de ça, je me souviens, il y a quelques temps en arrière. Personnellement, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait, quand je découvre un nouveau jeu de cartes entre les mains et qui m'a happé et que j'ai acheté. J'aime bien donc lui poser la question vers quelle orientation tu vas me guider dans ta guidance, en fait, dans la guidance quand je tirerai des cartes avec toi. Et c'est vrai que chaque carte qu'on a, chaque jeu qu'on a peuvent être associés à des thèmes différents, mais depuis le départ de l'émission, je le dis souvent, en fait, je reste bloquée sur un jeu et même si je sais que j'ai créé toute une ambiance, une atmosphère autour de certains jeux, je les utilise pas. En fait, je les utilise beaucoup au début et puis après coup, je les laisse, en fait. Et je reviens à mes premiers amours, quoi. Donc c'est assez dingue de voir les différents protocoles ritueliques qui peuvent exister. Et en fin de compte, on laisse plutôt le move s'exprimer au fil du temps, quoi. Carrément. Je le faisais aussi. J'aime ça. Par contre, c'est quelque chose que je pratique la première question au jeu. En mode, qu'est-ce que tu vas me faire découvrir? C'est quelque chose que je fais aussi. Vu ta question, je pensais que justement tu me parlais de purification à pleine lune, tout ça et tout. Mais c'est le genre de question que j'aime bien poser aussi quand j'ai un nouveau jeu. Et d'ailleurs, avec le tarot de Camelot que j'ai eu récemment, du coup, pour mon anniversaire, la carte que j'ai tirée, c'était la tempérance. J'ai pris ça en mode le lâcher prise.
Si je me trompe pas, il y a Perceval sur cette carte. Voilà. D'accord. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Bon, si jamais ça intéresse les auditeurs, hein, il existe une méthodologie pour purifier son jeu de cartes, qu'on voit souvent partout et qui marche plutôt bien. Quand tu as donc ton nouveau jeu de tarot ou de cartes, de fin d'oracle, etc., tu vas avec donc ton encens purifier chaque carte en fait. Hein. Donc tu vas pas tes cartes et tu vas prendre chaque carte que tu vas mettre sous ton encens et après coup tu la poses, tu en prends une deuxième et voilà, tu fais ça avec tout ton jeu de cartes. Je te dis pas comme c'est long à faire et souvent on a un petit peu on fait ça au début notre pratique généralement quand on est débutant, on aime bien faire ça au tout début et après alors je sais pas si c'était pareil que moi mais une fois que tu as un nouveau jeu à force de faire ça au début ton cheminement, tu prends une partie du jeu, tu mets de l'encens etc. mais tu fais pas chaque carte après carte. Je sais pas si tu as vu passer des vidéos comme ça ou même des livres qui en parlent et je trouve que c'est hyper long c'est hyper long. C'est super long. T'imagines? Et oui aussi, je suis aussi de la team qui, au bout de 4-5 tarots, a commencé à prendre des parties du jeu dans la main et à les encenser aussi. Mais je trouve que surtout quand on débute, c'est une chouette façon de découvrir les cartes une à une, de les toucher une à une et de se connecter aussi au jeu. Moi, je suis adepte du dodo avec le jeu. Quitte à baver sur la boîte, c'est pas grave. Mais parce que je trouve que dormir, justement, on parlait d'imaginaire, de se raconter des histoires. Mais regarder son jeu de tarot qu'on vient de s'offrir juste avant d'aller au lit, on a inconsciemment le cerveau qui va imprégner toutes ces images et on va s'endormir. Ça plante le décor de notre nuit inconsciemment. Et le fait de le garder dessous, je trouve que, du moins pour moi, ça marche, ça me connecte énormément aux cartes, quoi. Donc si jamais vous avez de nouveaux doudous. Moi j'adore. De toute façon, moi j'adore dormir avec mes outils. Donc, ce que je disais la dernière fois dans une émission, rentrer dans une maison witch et aller dans la chambre et regarder sous l'oreiller, vous allez avoir des surprises. Ou même sous le lit. D'ailleurs, t'en parlais l'autre jour, je me souviens. Oui. Des surprises sous le lit, hein, des sorcières. C'est excellent. Donc, vous voyez, c'est aussi ça qui permet dans des émissions de voir un petit peu toutes les manières d'aborder la magie et la pratique au quotidien et de se connecter à différents outils. Là, cet après-midi, Lina nous a vraiment développé tout l'art de la cartomancie. Ta manière d'aborder justement comment tirer les cartes, comment se référer à tel et tel visuel. Donc en gros, c'est vrai pour synthétiser, il faut laisser parler son cœur et son imagination et sa créativité, quoi, tout simplement. Tout à fait. La première intuition est toujours la bonne. Vraiment, faites-vous confiance, quoi. On arrive petit à petit à la fin de l'émission, ça passe vite en fait quand tu y réfléchis. Est-ce que tu aurais, je sais pas, quelques idées à proposer en oracle notamment pour débutants par exemple, jamais tiré de cartes, rien du tout. Ça m'intéresse, l'émission m'a plu. J'ai envie de m'y mettre moi aussi. Peut-être je sais pas, un oracle en particulier, parce que c'est vrai que l'oracle c'est quand même plus facile. De se connecter aux cartes. Est-ce que tu aurais un petit conseil à ce niveau-là? J'ai pas commencé par des oracles faciles. J'ai commencé avec l'oracle Béline. Peut-être que tu connais. Oui. Et l'oracle Béline, c'est des mots directement inscrits sur les cartes avec souvent un personnage ou un outil ou c'est très explicite, je trouve, c'est très cash comme oracle. Et si vous aimez l'astrologie, comme Alina, il y a dessus des correspondances planétaires et astrologiques. Et du coup, ça peut être un petit guide si jamais vous connaissez pas trop ce jeu-là. Il y a des mots dessus, donc je trouve ça très clair. Il y a l'oracle de G. Pour moi, c'est vraiment des oracles de base. À avoir dans sa cartothèque parce que l'oracle de G, pareil, c'est des symboles qui parlent à tout le monde. C'est vraiment c'est pas un oracle beau. Il est pas joli l'oracle de G. Les dessins sont très simples, mais
vous avez la carte du cœur avec un simple cœur dessus, la carte de la ville avec 3 bâtiments faits en 4 traits dessus. C'est vraiment très simple l'oracle de G, mais c'est très explicite dans les interprétations. Pour les différentes émotions, vous avez des animaux, vous avez les fameuses cartes des 4 saisons dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez même l'homme et la femme, la brune et la blonde, de la petite enfance à la vieillesse. Il y a plein de choses comme ça. C'est un oracle divinatoire super chouette. Après, pour la pratique, il y a pas longtemps, j'ai pris l'oracle de la magie saisonnière de Mystic Moon, qui a des illustrations un peu, je sais pas si c'est le bon terme parce que j'y connais rien en peinture, mais un peu aquarellé. Et je le trouve particulièrement pertinent cet oracle, surtout dans la pratique. Dans la pratique sorcière, il y a aussi celui qui a été traduit et illustré par Alicia Mathieu. Comment il s'appelle? Alors attendez, je recherche ça sur Google parce que vraiment il est magnifique celui-là aussi. Il est un peu sombre. Le Magic and Medium de Phronesis. Du coup, il a été traduit en français par Phronesis et c'est toujours les illustrations de Alicia Mathieu des Brumes des Lunes. Si jamais vous voulez la suivre, elle fait des illustrations absolument magnifiques. Voilà. Et en tarot chouette pour débuter, vous avez le Cosmic Cycle. Il y a la Pink Edition qui est sortie en plus en ce moment. Et vous le trouverez uniquement je pense uniquement sur le Salon des Arcanes. Pareil, vous tapez le Salon des Arcanes dans Google, il vous le trouvera. Il est super. Un premier tarot, moi ça n'a pas été mon premier, mais je l'ai eu il y a 2 ans au Tarot Festival. Et il est génial ce tarot. Et il est très joli. Et même si vous voulez vous aventurer à tirer les cartes à quelqu'un d'autre avec, il est super. Et si je dois vous recommander un seul livre pour les interprétations des cartes et pour faire ça de façon chouette et ludique et même avec des petits tirages à la fin qui sont super sympas et qui reprennent un peu ce que je vous ai dit d'ailleurs sur les protocoles de tirage et tout, vous avez Tarot la base de Professeur Oracle Inzel, aka Audrey. Mais vous la trouverez sous le nom d'Oracle Inzel. Je vais vous noter ça dans le chat pour son livre. Et son livre, vous pouvez le trouver à la Fnac, Cultura et partout. Et les oracles que je vous ai dit, pareil, ils sont un peu partout. Vous pouvez les trouver partout. Voilà. On a Mimi qui nous partage des informations sur le chat en même temps où tu expliquais tout ça. Elle nous disait l'oracle de G est très simple d'utilisation, donc elle confirme bien. Elle dit aussi qu'il existe l'oracle des miroirs qui est très simple d'utilisation, donc je connaissais pas, donc merci Mimi pour l'info à découvrir. Et juste pour revenir un petit peu au système du tirage, souvent quand on achète un jeu, on a un livret avec, et souvent, on nous propose des formes de tirage, et notamment le tirage en croix, etc. Donc ce qu'il y a de bien avec cette émission, Lina, c'est que tu as pu nous permettre de dédramatiser un petit peu cette partie du livret, parce que c'est vrai que quand on achète certains tarots, même certains jeux d'oracle, on nous oriente vers des types de tirages. Et il y a beaucoup, le tirage en croix revient énormément, ou le tirage à 3 cartes revient également énormément. Donc, quand on débute, je pense à mon sens, et tu le dis très bien tout au long de l'émission, on écoute son cœur, on se happe à une carte notamment, on apprend à découvrir toutes les cartes, et surtout, on s'amuse, on crée des histoires, et petit à petit, la pratique, en développant son intuition, se mettra en place. Tout à fait. Après, moi, j'aime bien aller voir le livret quand je comprends pas une carte. Bon, après, j'ai un peu de bouteille en cartomancie, mais parfois, je me retrouve avec des cartes dont je connais très bien la signification et je comprends pas du tout ce que l'image a voulu dire. Enfin, ce que l'auteur du tarot a voulu dire sur l'image de la carte. Et là, je me dis bon, ok,
Allez, on va aller chercher le livret. Et puis on va voir ce qu'il a voulu dire. Et c'est parfois chouette. Parfois chouette, excusez-moi. Ça arrive. Non, c'est vraiment passionnant, c'était passionnant. Alors, on te retrouve quand? Moi, je vais regarder notre agenda, parce que je sais qu'on a prévu d'autres émissions avec toi, très chère Lina. Donc, popopom. Oui, alors, a priori, c'est même pas a priori, je t'ai noté dans l'agenda, donc tu me diras si t'es disponible. C'est le samedi 13 avril. Oui, tout à fait. J'ai récupéré l'agenda pendant que tu étais en train de chercher toi aussi, et oui, c'est ça, c'est le 13 avril. Heureusement, Oui, bien sûr. heureusement qu'on a l'agenda, les amis, parce que moi, de mémoire, je suis une huître. Et moi donc. Et donc, voyage au cœur de la divination. Et là, tu vas nous parler un petit peu de toutes les... Alors déjà, la première émission, c'était toutes les formes d'art divinatoire. Mais est-ce que tu as un autre art divinatoire que tu aimes particulièrement? Il me semble de mémoire que tu me disais que tu faisais de la caféomancie, non? Oui, tout à fait. Est-ce que... Mais j'ai pas... Enfin, je sais pas comment je pourrais développer un podcast encore dessus. Parce que c'est très... justement, c'est très intuitif. Et sans image... Je ne sais pas comment l'aborder encore. Bon, j'ai 2 mois pour y réfléchir, mais... Oui, oui, t'as du temps, je te rassure. Donc après coup, voilà, on vous donnera l'information de savoir précisément de quoi l'émission parlera, de quel art divinatoire ça parlera. En tout cas, moi perso, j'adore la bibliomancie. Donc si tu veux faire un sujet autour de la bibliomancie, moi je suis ton l'expression, je suis ton homme. je kiffe. Bah, j'adore la bibliomancie aussi, donc ça sera avec plaisir aussi. Mais par contre, je connais pas du tout la caféomancie, et je sais que c'est quand même un art qui est très 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 apprécié par les sorcières. Voilà, donc de lire dans le mar de café. Donc voilà, il y a aussi la chiromancie, j'aime beaucoup. Là, je découvre un petit peu depuis quelques mois avec les mains, ligne de la main, j'aime bien. Mais bon, il y a tellement d'art divinatoire que on a du choix. Il y a l'OAM aussi que je travaille beaucoup. Ce n'est pas à proprement parler un système divinatoire, c'est plutôt un signaire venu d'Irlande. Mais les arbres ont tellement à nous apprendre que je pourrais en parler aussi pendant des heures. Enfin, il y a encore plein de sujets à aborder. Oui. On a toute l'année pour ça. Totalement. La saison n'est pas finie, les amis. Hein. Ce n'est que le début d'Antasia. Alors, tout à fait. Cette émission sera en rediffusion donc mercredi prochain entre 16h et 18h sur radioantasia.fr. Vous allumez le lecteur et à 16h, 16h01, vous aurez la rediffusion. Et après coup, le week-end d'après, le lundi suivant, en podcast sur la chaîne Antasia TV. Donc si jamais vous avez raté le début de l'émission, notamment avec tous les tips que nous a transmis Lina sur les méthodologies, comment se connecter aux cartes, comment trouver des méthodes pour pouvoir les interpréter, eh bien voilà, vous aurez toutes les infos et le podcast en particulier. Sachant que samedi prochain, eh bien dans les contes, dans la chouette émission, normalement on se retrouve avec la chouette équipe de la team Disney, mais ils sont pas mal bookés, donc j'ai réorienté un petit peu ce 3e samedi du mois, et donc je vous proposerai en fin de compte un décortiquage énorme autour du conte de Blanche-Neige et les 7 nains, donc symbolisme astrologique, élémental, psychologique autour de ce conte. On va aussi découvrir le conte original de Blanche-Neige et les 7 nains et voir un petit peu les différences entre celui de la version de Disney et du conte des frères Grimm. Donc ce sera cet univers que vous retrouverez chaque 3e samedi du mois sur Radio Antasia entre 16h et 18h. Et donc samedi prochain, je serai toute seule pour pouvoir vous développer mon plan. Et c'est un plan avec plein de cadeaux que je vous réserve dans le OneDrive après coup, si vous êtes intéressés, les amis. Voilà ma très chère Lina, est-ce que tu as un petit mot de la fin? J'ai trop hâte de t'écouter. C'est vrai? Ah, tu m'as hypé là, j'ai trop hâte. Écoute, je suis une grande fan d'astrologie depuis des mois, et je le trouvais assez intéressant. C'est grâce à
à mon maître astrologue que j'ai depuis quelques temps maintenant, qui m'a ouvert les champs des possibles autour de l'histoire et de l'astrologie. Tu vois, trouver des archétypes autour pour intéresser l'astrologie aux gens notamment, et comment arriver à se connecter à l'astrologie via les contes. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire le travail comme une grande, et je vais développer ça dans une émission. Donc tant mieux si ça t'intéresse. J'ai choisi Blanche-Neige parce que c'est quand même le premier dessin animé de Disney, et comme il fallait une corrélation avec l'univers de Disney, je me suis dit allez hop, on va ouvrir les champs du possible auprès de Blanche-Neige. Donc tant mieux si ça te plaît. Ouais. Ah, j'adore. J'ai trop hâte. Et par contre, d'ailleurs, si ça t'intéresse, t'hésites pas, si t'as des tips, des choses comme ça autour de ça, moi je suis ouverte. Ben, c'est plus autour d'Alice au Pays des Merveilles et voilà. plusieurs autres contes qui ont un fort lien avec l'alchimie. Oui. Et mais oui, on pourra en discuter, y a pas de problème. Justement, le deuxième que je vais faire, ce sera Alice, parce que forcément Alice, c'est le conte le plus apprécié de Disney, donc dans son cœur. Et donc ce sera Alice. Donc pourquoi pas justement t'inviter pour échanger sur le sujet, ce serait vraiment passionnant. Ouais. À voir. Ah oui, j'adore. Si t'es dispo, il y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Un petit mot de la fin avant qu'on ne se quitte, ma très chère Lina. Ben, je vais me répéter comme à chaque émission. Maintenant, on peut dire ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous et tout est possible. Waouh. À bientôt. Plein de gros bisous les très chers enchanteurs, et on se dit donc à ce soir pour l'émission de Mimi Mireille, Voyage au cœur du tarot avec la lame numéro 14. Et si vous avez raté la lame numéro 13, c'est normal, elle est déjà encodée sur la chaîne YouTube Witches TV. Donc allez faire un tour et découvrir la lame numéro 13. Je t'embrasse bien fort ma très chère Lina, et je te souhaite un très très bon week-end. Et repose-toi surtout parce que je sais que ça va pas trop, t'es malade. Donc merci d'avoir été présente même en étant malade. Moi aussi, bisous à tout le monde et à très vite. Retrouvez les samedis initiatiques chaque samedi soir entre 21h et 23h sur Radio Antasia.